Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi! He's done it! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Passion Foot pour une nouvelle émission cette semaine avec notre partie actualité de la semaine. Encore beaucoup d'informations à discuter comme chaque semaine sur Passion Foot. On parlera tout d'abord de l'arrivée de Mediapro en France. Ça y est, on en sait un peu plus sur la nouvelle chaîne de télévision qui va proposer du coup la Ligue 1 et la Ligue 2 avec un contrat avec TF1 qui a été passé. On vous détaillera tout ça juste après. On parlera notamment du retour de la Serie A avec la Coupe d'Italie qui reprend ses droits avec deux belles affiches. On vous parlera un petit peu, savoir est-ce que ces matchs sont vraiment à enjeu, est-ce qu'ils ont un réel intérêt. La question sanitaire aussi, est-ce qu'ils ne voulaient pas privilégier. Et beaucoup de questions qui vont arriver. Et bien évidemment, notre gros dossier sur Chelsea avec l'arrivée de Timo Werner. Chelsea est-il un nouveau candidat au titre? Redevient-il candidat au titre avec ces nouvelles arrivées et ce nouveau coach qui est Frank Lampard depuis une saison? On vous détaillera tout ça dans la partie actualité. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, Annecy, je vous le dis. Et pour parler de tous ces sujets, bien évidemment, je suis toujours avec Mathéo et Brieux. Comment tu vas, Mathéo, en cette belle journée de football? Bonjour messieurs, ça va très bien et vous? Écoutez, moi, ça va parfaitement. On retrouve encore la Bundesliga avant de retrouver tous nos championnats qui reviendront dès la semaine prochaine. Et bien évidemment, toujours avec Brieux. Comment tu vas, Brieux? Ça va très bien, ça va très bien. Hâte de la reprise des autres championnats. La Bundesliga, c'est bien, mais les autres championnats, c'est bien aussi. Donc, on attend ça de pied ferme, j'ai envie de te dire. Impatient de retrouver nos amis anglais, espagnols et italiens qui vont reprendre très, très bientôt. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses et on va rester en France pour cette première information de la semaine. Mediapro a enfin sa chaîne de football. Ils ont passé un contrat avec TF1 et plus précisément avec l'émission Téléfoot, l'émission qui passe tous les dimanches matins à 11h, bien évidemment, sur TF1. Mediapro s'est donc associé avec la chaîne française pour avoir sa propre chaîne de football. C'est-à-dire que tous les chroniqueurs qui travaillaient sur Téléfoot vont passer chez Mediapro pour créer cette chaîne. Qu'est-ce que tu en penses un peu, Brio? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir Téléfoot qui est, on va dire, spécialisé dans vraiment le foot depuis très longtemps, qui a désormais sa propre chaîne? Est-ce que c'est une bonne chose pour Mediapro qui va avoir des vrais experts, mais aussi pour Téléfoot qui retrouve un petit peu de sa valeur? Moi, je trouve que c'est vraiment une super chose pour Mediapro parce que ça va apporter tout simplement la crédibilité du nom de Téléfoot déjà, parce que ça a été en tout cas l'émission de référence de football pendant, je sais pas, au moins une vingtaine d'années, une trentaine d'années facilement en France, je pense. C'était le rendez-vous du dimanche matin, en tout cas pour ma part, étant plus jeune. Donc je pense vraiment que c'est une bonne chose pour Mediapro de s'associer à une marque vraiment forte comme Téléfoot. Après, pour Téléfoot, je ne sais pas si c'est une bonne chose de s'associer avec Mediapro. Je pense que oui, parce que ça apportera plus de contenu, même si on sait qu'il y aura des restrictions, pardon. Et aussi, ça apportera et ça donnera plus de travail à leurs chroniqueurs que sont notamment Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu. Donc forcément, ça va les entraîner, entre guillemets, je dirais, pour les rendez-vous plus importants de Téléfoot. On en reparlera bien évidemment du retour de Grégoire Margoton aux commentaires de la Ligue 1. Il nous a fait vibrer sur Canal il y a maintenant quelques années de ça. Retour du coup de Margoton sur la Ligue 1, on en parlera. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette arrivée de Téléfoot? C'est quand même une chaîne, comme l'a dit Brieux, pour référence vraiment dans le domaine de grand reportage. Il y a même Cristiano Ronaldo qui est venu sur le plateau pour récupérer son tout premier ballon d'or. C'est des images fortes, Téléfoot. Est-ce que ça aide aussi Mediapro à avoir l'air plus crédible que juste arriver et dire voilà, on va créer une chaîne de toutes pièces? C'est costaud, c'est une certitude, c'est costaud, c'est reconnu. Maintenant, moi, je trouve que Téléfoot est peut-être un petit peu dépassé dans le sens où ça fait très longtemps qu'ils existent. Mais moi, j'aurais aimé voir à travers cette nouvelle chaîne quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes chroniqueurs qui peuvent taper à la porte, qui sont très bons, notamment sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est costaud. Mediapro sont à la recherche de crédibilité, comme tu as dit, parce qu'ils ne sont absolument pas connus en France. Ils arrivent
avec une offre qui est quand même assez chère. On pourra peut-être en rediscuter après. Mais c'est pas mal, notamment dans les chroniqueurs qui pourront venir sur la chaîne au duo de commentateurs. Mais voilà, moi, je suis un petit peu déçu dans le sens où je pense qu'il y avait mieux. Après, j'attends de voir. On va voir ce qu'ils vont proposer, les émissions qu'ils vont proposer aussi. Mais pourquoi pas. C'est peut-être une bonne chose aussi pour Téléfoot, pour redorer un petit peu son image. Hein. On le sait, la chaîne, enfin l'émission est un peu en perdition depuis quelques années. Ça revient un petit peu avec le retour de Margoton qui présente l'émission. Ils essayent de créer quelque chose de nouveau depuis quelques années. On notera également qu'il n'y aura aucun match en clair hein, sur TF1. Malgré cet accord, c'est un peu regrettable, mais bon, on aurait bien aimé voir de la Ligue 1 en clair, mais ça ne va pas être possible. Pareil, Téléfoot le dimanche matin n'aura pas tant d'images que ça non plus. Pour l'émission Téléfoot le dimanche matin, il n'y a pas vraiment de changement, c'est surtout pour la chaîne et pour les équipes qui travaillent derrière où il va y avoir des gros changements. On en a parlé, du coup, tu l'as dit, Grégoire Margoton, Michel Lizarazu qui redeviennent, on va dire, les chroniqueurs phares. Est-ce que toute cette proposition, tout ce que nous fait Mediapro, toutes ces promesses qu'elles font, Brio, est-ce que tu penses vraiment que ça vaut 25 € par mois pour un championnat comme la Ligue 1 et la Ligue 2 ? La réponse est non. Quelle est la question ? Non, bien évidemment, je pense qu'on est à peu près tous d'accord déjà à 3 et en France en général. Je pense que la Ligue 1 et la Ligue 2, bien sûr que c'est des championnats qui nous tiennent à cœur parce que c'est des championnats de notre pays, mais c'est pas les championnats devant lesquels on prend le plus de plaisir forcément, même s'il y a nos clubs de cœur qui y jouent. Donc forcément, pour moi, ça ne vaut pas 25 €. On peut penser à d'autres chaînes comme beIN Sport, par exemple, au Canal, qui coûte une quinzaine d'euros par mois. Et il y a plus de contenu, il y a plus de championnats, il y a plus de niveaux. Enfin, pour moi, c'est un énorme gap et qu'il y a entre tous les championnats qui sont diffusés par les autres chaînes et la Ligue 1 et la Ligue 2. Moi, je trouve cette offre à peu près invraisemblable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va devoir payer une cinquantaine d'euros pour avoir toutes ces chaînes-là, dont la moitié pour regarder de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc ça fait peur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je sais personnellement que je ne paierai jamais les 25 € de Mediapro. Vous connaissez ce petit côté radin, hein, Brieux, bien évidemment, à aller sur les comptes Canal de ses potes, hein, bien évidemment, on le sait. Hein. Mathéo, toi, est-ce qu'on n'a pas été aussi un peu habitué, on va dire, je pense notamment à beIN Sport, 15 € par mois pour des championnats comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, c'est les 3 gros championnats quand même de l'Europe. Est-ce qu'on n'a pas été habitué ? Savoir, beIN Sport n'a quasiment jamais été rentable hein, de son histoire malgré cette offre-là. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité financière aussi derrière ça de proposer un contenu à 25 € pour si peu ? Est-ce que ce n'est pas un peu une question financière ? Parce qu'on n'a pas été justement, comme je dis, habitué à moins. Et c'est un petit peu choquant. Mais c'est des sommes astronomiques, 25 € par mois pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Bon, personnellement, je m'en fous. La Ligue 2, je ne vais jamais la regarder. La Ligue 1, je vais regarder 3-4 matchs et puis avec Passion Foot, je vais regarder un peu plus. Mais je veux dire, quand on regarde la concurrence avec beIN Sport, comme tu as dit Charles, où tu as de la Liga, de la Bundes, et tu as la Ligue des Champions qui revient l'année prochaine, je crois. Ligue Europa aussi. Enfin, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer autre aussi sur leur chaîne Mediapro. Et sur beIN Sport, il n'y a pas que le football. Tu peux voir du basket, tu peux voir je ne sais quel autre sport, du tennis, etc. Tous les sports américains qui sont présents également, c'est une chaîne qui est très diversifiée. Tout ça pour 12-15 € par mois et là 20, non, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que c'est pas une stratégie payante. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de renégocier leur contrat avec la LFP. On sait qu'ils ont payé une somme astronomique en droit télé. Et donc, je ne sais pas trop comment ça marche cet aspect-là, mais ils sont en train de négocier un contrat peut-être pour derrière proposer une offre un peu moins chère parce que je pense qu'ils vont se casser la gueule au bout d'un an. Surtout qu'on rappelle que quand même Mediapro a vendu aussi 2 matchs, si je ne dis pas de bêtises, à Canal. Donc Canal C'était beIN Sport qui avait eu les droits et finalement Canal a racheté les droits à beIN pour avoir toujours un peu de Ligue 1. Je crois que c'est le match du samedi à 17 h et le dimanche à 18 h ou quelque chose comme ça. Après, on aura d'ailleurs le multi-Ligue 1 du vendredi soir, du samedi soir, pardon, est déplacé d'ailleurs à 15 h. Le dimanche, c'est très très bizarre comme le samedi à 15 h, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des horaires on n'a pas du tout l'habitude non plus. C'est Mediapro qui dirige un petit peu ça du coup. La Ligue est un peu, on va dire, bloquée par Mediapro. Enfin, beaucoup de questions à suivre encore avec Mediapro. On verra ce que cette chaîne donnera. Hein. Est-ce que ça peut être mieux qu'RMC Sport ? Ça, c'est encore une question qu'on peut avoir. Parce qu'on sait qu'RMC Sport n'avait pas fait non plus des miracles avec l'arrivée de la Ligue des Champions. C'est quelque chose qu'on suivra. À noter que Mediapro aura aussi la Jeep Elite en basket. Très très intéressant d'avoir la Jeep Elite pour 25 € par mois. C'est sûr que ça fait envie, mais en même temps, d'un côté, RMC Sport avait fait à peu près la même offre. Hein.
avec la GP Elite et la Ligue des Champions, mais c'était la Ligue des Champions et la Première Ligue. Donc bon, il y aura encore beaucoup de débats sur Mediapro en attendant d'avoir un petit peu plus d'informations. C'est quand même une grosse information, c'est cette association avec Téléfoot. On suivra peut-être que je prendrai Mediapro juste pour regarder le Paris Saint-Germain, je ne sais pas. On verra par la suite et on pourra faire une petite review peut-être de cette chaîne une fois qu'elle sera lancée. On va passer maintenant du côté terrain, messieurs, avec ça y est, la Bundesliga, comme l'a dit Brio en début d'émission, c'est sympa. Mais le championnat d'Italie est sur le point de reprendre. Le championnat dans un petit moment, mais dès le week-end prochain, la Coupe d'Italie reprend avec 2 demi-finales, les matchs retour entre la Juventus et l'AC Milan, le Napoli et l'Inter. On s'affiche entre 4 cadors du championnat italien. Vraiment 2 très très belles affiches. Et en Italie, on a décidé de les jouer avant la reprise du championnat, pour des raisons notamment sanitaires. Si le championnat s'arrête, les coupes seront terminées, mais également pour des questions peut-être de remise en forme pour le championnat. Ce sont 4 équipes qui ont encore gros à jouer. La Juve et l'Inter d'un côté jouent le titre. Le Napoli et l'AC Milan, eux, sont à 3 points d'écart pour une place en Europa League. Brieux, qu'est-ce que tu penses un peu de cette conception de mettre la coupe avant le championnat? Est-ce que c'est une idée intelligente de la part de la Serie A? Moi, je pense que c'est une idée très intelligente parce que ça va permettre aux joueurs de se remettre en jambes, entre guillemets, tout doucement, même si on parle quand même d'une demi-finale retour de coupe. Donc, c'est-à-dire que le prochain match après cette demi-finale-là, ce sera tout simplement la finale qui joue le week-end d'après, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une remise en jambes, mais quand même très, très directe. Et puis surtout, on parle quand même de 4 des plus grosses équipes, si ce ne sont les 4 plus grosses équipes du championnat italien. Donc moi j'attends de voir, et puis je trouve ça une belle chose de reprendre avec 4 matchs d'un tel niveau, quoi. On va voir le meilleur, la crème du football italien en un week-end, dans 2 matchs. Donc c'est une bonne entrée en matière, moi je pense, et je pense que ça va vraiment attirer les foules devant la télé. Ils sont quand même intelligents, la Serie A, hein. Quand même, les premiers matchs pour la reprise, c'est quand même 4 grosses affiches. Il y a aussi cet aspect, on va dire, télé, hein, qui est aussi intéressant, de revenir avec 4 grosses affiches comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un peu, Mathéo? Est-ce que l'idée de finir les coupes à tout prix, c'est la priorité du championnat, sachant que la situation actuelle en Italie est en train de s'améliorer de jour en jour? Le championnat devrait normalement se terminer. Est-ce qu'il y a aussi cette question sanitaire de finir les coupes? Parce qu'on sait, par exemple, le Milan et le Napoli, eux, jouent une place en Coupe d'Europe actuellement pour l'Europa League. Est-ce qu'on veut à tout prix finir les coupes? Est-ce que c'est une bonne idée de finir les coupes à tout prix? Moi, je pense, l'élément qui me vient vraiment à l'esprit, je pense que c'est vraiment un élément un peu marketing. Quand on a vu un petit peu la reprise de la Bundesliga, le coup de pub qu'il y avait eu sur la Bundes, là, on met vraiment, comme tu as dit, Brieux, la crème de la crème du championnat italien, les meilleures équipes direct sur un match. Tout le monde va se jeter dessus parce que ça va être la reprise. Donc, je pense qu'il y a eu aussi cet aspect-là. Maintenant, d'un aspect un peu sportif, je pense que c'est quand même assez direct de recommencer directement par les coupes. Après, il aurait fallu faire un choix entre le championnat et les coupes. Mais peut-être quelques matchs de championnat pour ensuite se diriger vers les coupes, ça aurait été pas mal. Maintenant, on verra bien. Mais bon, en tant que fan de football, on ne va pas se plaindre d'avoir un beau match qui arrive là dans quelques jours. Donc c'est que du plaisir. Et puis, on pourra avoir une finale de derby, hein. L'Inter contre le Milan, le Naples contre la Juve. C'est que des gros matchs, hein, aussi qui vont suivre. Il y a une question aussi sur l'aspect sportif. Tu l'as soulevé un peu, Mathéo. Est-ce que ces matchs-là sont plus faits pour, on va dire, remettre les gros dans le bain pour repartir en championnat, on va dire, assez rapidement? Il y a une course actuellement pour le titre qui est invraisemblable entre la Lazio, l'Inter et la Juve. Ou alors est-ce qu'on va plus voir des matchs amicaux de remise en jambe, ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt à ces matchs? Brieux, qu'est-ce que tu en penses? Amicaux ou vrai intérêt? Moi je pense qu'il y a un vrai intérêt, surtout tu en as parlé, Charles, pour le Milan et le Napoli qui sont un peu largués, je dirais, en championnat. Donc vraiment, c'est le chemin. Tous les clubs l'ont toujours dit, hein, que ce soit en France ou même en Italie, là on va le voir. La Coupe d'Italie est le chemin le plus direct pour aller en Coupe d'Europe et le plus sûr, entre guillemets, pour ces clubs-là. Donc les clubs vont forcément pas cracher dessus et ça a un grand intérêt, je pense. Plus, je dirais, je vais même pas dire plus pour l'AC Milan ou pour le Napoli, parce que l'Inter et la Juve ne vont pas cracher non plus sur un titre, hein. On connaît, c'est des joueurs qui sont morts de faim, qui en veulent toujours plus, qui veulent tout gagner, à l'image notamment, je pense, de Cristiano Ronaldo, bien sûr. Mais voilà, c'est des équipes qui ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Et reprendre par des grands rendez-vous comme ça, je pense que ça va être très surprenant. Et j'espère que ça va permettre de voir un beau football. On ne va pas dénigrer notre championnat, mais la Coupe d'Italie a un peu plus quand même de réputation qu'une Coupe de France, notamment due à ces grands clubs qui y sont. C'est un très beau titre. En Italie, beaucoup de tifosi veulent ce titre de Coupe d'Italie. C'est un titre qui est très important. On rappellera les scores parce qu'il y a aussi un enjeu sportif très important. L'AC Milan lui avait fait 1-1 contre la Juventus à San Siro.
et l'Inter avait perdu 1-0 chez eux, à San Siro également, pour aller jouer contre le Napoli très prochainement. Ça va être des matchs à enjeu. Matteo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va être des matchs, on va dire, très durs, comme on a pu voir par exemple avec le match entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich quelques semaines plus tôt? Ou est-ce que justement, vu que c'est un premier match, il va y avoir un certain rodage? Je pense que c'est assez délicat parce qu'en Italie, il y a quand même un contexte qui est différent un petit peu de tous les autres pays européens. On sait que c'était vraiment le foyer du Covid et on en avait parlé déjà. Les joueurs sont un petit peu affectés peut-être mentalement. Donc sur un premier match comme ça, il y aura forcément un petit peu de retenue, je pense, un petit peu de peur aussi. Maintenant, je pense que tous les joueurs sont, entre guillemets, les joueurs. Et je pense qu'ils ont envie de reprendre le football. Ça fait l'unanimité un petit peu quand même en Italie. Quant à la reprise des championnats, tous les joueurs sont morts de faim quant à l'idée de reprendre ce qu'ils aiment faire, leur passion. Donc je pense qu'on va avoir de beaux matchs de football. Mais je ne m'attends pas à un énorme choc à l'image des affiches parce que forcément, premier match. Donc ça va être assez délicat. Après, quand on voit les performances de Dortmund ou du Bayern dès leur premier match, c'était quand même très intéressant sur l'aspect sportif et dans le projet de jeu. Donc pourquoi pas. En fait, on est sûr de rien pour l'instant. C'est une vraie religion le football en Italie. À chaque fois qu'il y avait des décrets qui sortaient sur le Covid, il y avait tout le temps une question sur est-ce qu'on allait reprendre le championnat. Les journalistes étaient plus intrigués par la reprise du championnat pour certains. Ça a fait la une au moment de tous les journaux italiens quand ça a repris. Il y a une vraie religion en Italie, ça va redonner le sourire aux gens qui ont vécu une période extrêmement compliquée. C'est une très bonne chose que le football revienne en Europe et d'autant plus en Italie pour la situation qu'on connaît. On suivra avec très très grande attention ces demi-finales qui vont être absolument magnifiques. Le Catenaccio est de retour, le Calcio est de retour. On espère vraiment voir de très très beaux matchs, que ce soit en coupe, mais également dans le championnat qui reprendra la semaine d'après ces demi-finales de coupe. On va passer maintenant à notre gros dossier de la semaine avec la grosse information, l'arrivée de Timo Werner du côté de Chelsea. Ça serait quasiment acté selon Bild, 60 millions d'euros en provenance de Leipzig. On l'avait beaucoup entendu parler du côté de Liverpool. Finalement, ça sera du côté de Londres avec Chelsea, qui a déjà recruté Hakim Ziyech pour 40 millions d'euros et qui aurait sur ses tablettes Ben Chilwell, le défenseur gauche de Leicester. Mato, tous ces transferts, est-ce que Chelsea, après une longue période d'interdiction de transfert, ça y est, ils mettent la main à la poche, ils ont des sous. Est-ce que Chelsea a cette ambition et peut redevenir champion en Angleterre? C'est ça, je pense qu'au final, le fait de ne pas avoir dépensé depuis quelques années, ça leur a permis d'économiser quand même un paquet d'argent. Et dans une situation économique où, à contrario, beaucoup de clubs ne pourront pas mettre d'argent sur le mercato, eux, ils les mettent parce qu'ils les ont. Donc vraiment, ils ont affiché leur ambition avec Werner, avec Ziyech. Ils ont déjà un paquet de pépites dans leur équipe et de très bons joueurs confirmés également. Mais vraiment, je pense que ce genre de joueurs, Werner, Ziyech, ce genre de bons joueurs pour préparer un peu l'après-Hazard qui n'a pas vraiment été préparé dû à l'interdiction de transfert, ça va être vraiment très intéressant et ça peut justement redevenir une équipe qui peut embêter City et Liverpool au haut du classement, même si au final, quand on regarde les dernières saisons, c'est pas non plus catastrophique. Ils sont toujours dans les 5 premiers. Leur dernier titre, ça remonte en 2016-2017. C'est pas non plus hyper loin. On voit souvent Chelsea comme un club qui est devenu un peu en retrait, un peu banal, mais au final, pas du tout. Ils sont toujours dans les grandes compétitions européennes quand même. Donc, mais c'est vrai que c'est de nouvelles ambitions et c'est un nouveau projet sportif qui est en train de se construire autour de Frank Lampard. Donc, c'est très intéressant pour Chelsea et pour le championnat anglais et puis européen en général. Voyez un peu vite fait une attaque Pulisic, Werner, Ziyech, un milieu de terrain Kanté, Jorginho, Kovacic et une défense très jeune. On parlera après de ces baby blues, de l'avenir qu'ils ont actuellement du côté de Chelsea. Ça fait envie, une attaque comme ça du côté de Chelsea et ça peut placer beaucoup d'espoir. On sait qu'ils vont aussi avoir à se battre pour une place en Ligue des Champions. Ça peut être une équipe redoutable en championnat, mais aussi en Europe. Ah oui, très clairement. Et c'est là qu'on voit les bienfaits aussi de ce qu'a donné cette interdiction de recrutement dans la malchance que ça a provoqué de ne pas pouvoir recruter pendant 2 mercatos, je crois. Donc, ce qui est bien fait, c'est quoi? C'est que ça a permis de faire éclore Tammy Abraham, notamment Mason Mount, mais aussi en défense des jeunes joueurs, donc comme Reece James, par exemple. Donc, c'est vraiment les bienfaits de cette interdiction de recrutement-là. C'est qu'ils ont un coach qui est jeune aussi, qui les accompagne, qui est Frank Lampard, qui est une légende du club. Donc, niveau respect, t'as rien à lui dire parce qu'il a tout gagné, ce mec-là. Donc forcément, ça aide d'avoir un coach comme ça. Et en plus de ça, on voit qu'il se renforce à des postes clés. On parle de Willian et Pedro qui sont sur le départ parce qu'ils sont en fin de contrat.
Bam, tu prends Ziyech, qui est un des joueurs les plus talentueux, les plus dribbleurs, un joueur qui va se régaler en première ligue, on le sait tous, parce qu'il a le profil type, c'est une frappe de balle incroyable, des caviars, en veux-tu, en voilà. À gauche, tu penses à Ben Chilwell, qui est tout simplement le futur, un des meilleurs latéraux gauche, je pense, du championnat de première ligue, qui a 23 ans, donc qui est encore jeune, qui a des belles années derrière lui, et que des belles années devant lui, j'espère. Il a fait des bonnes choses en sélection anglaise. Et en plus de ça, on parle de Timo Werner, qui est tout simplement un des 2 meilleurs buteurs de Bundesliga avec Lewandowski, qui fait ça depuis maintenant 2 ou 3 années, qui porte l'attaque du Red Bull Leipzig. Donc forcément, ça donne envie. Et on se dit que ça peut être très sérieux en première ligue déjà avec Liverpool et City, mais moi je pense que ça peut être encore plus sérieux en match à élimination directe en Ligue des Champions. C'est une équipe qui sera très dangereuse. Tu l'as dit, Brio, Frank Lampard, le coach, qui en plus donc est une légende, qui sait un peu l'union sacrée avec les supporters, surtout avec l'effectif qu'il avait cette saison. Il est actuellement quatrième en Angleterre, en train de se battre pour une place en Ligue des Champions. Et tu l'as dit aussi, l'explosion du coup de ces jeunes joueurs. Mason Mount, qu'il avait avec lui, notamment du côté de Derby County, la saison dernière, quand il était entraîneur en deuxième division, avant de l'amener avec lui à Chelsea. Tammy Abraham, Reece James, Tomori. C'est des joueurs qui ont éclos. On a donné du coup le surnom de cette équipe, les Baby Blues, parce que c'était l'une des équipes les plus jeunes de Première Ligue. C'est quand même assez impressionnant de voir le résultat qu'ils ont fait. La question qui se pose maintenant, avec ce développement de ces joueurs, avec l'impact qu'ils ont eu cette saison, quel avenir pour eux? Est-ce que ce sont des joueurs qui vont être bloqués dans leur progression et qui feraient mieux de partir, ce qui laisserait un peu le banc de Chelsea, on va dire, vide un petit peu, ou est-ce que justement c'est important de garder ces jeunes joueurs pour Chelsea notamment? Mathéo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le fait de, on va dire, mettre sur le banc des Tammy Abraham, des Mason Mount, des Callum Hudson-Odoi, on n'a pas parlé, mais aussi très bons joueurs, est-ce que c'est pas, on va dire, un peu problématique d'avoir des jeunes si talentueux qu'on va mettre sur le banc? Est-ce qu'il fallait peut-être pas, on va dire, garder cet aspect jeune, du moins en attaque, parce que c'est là où il y a le plus de jeunes très bons joueurs du côté de Chelsea? Non, mais je pense que la stratégie est quand même assez bonne. Parce que Chelsea, comme tu l'as dit, ils ont des jeunes cracks. Ils ont aussi des joueurs confirmés, Kanté, Azpilicueta, etc. Et il manquait depuis quelques années ce genre de joueurs qui étaient assez, je dirais, jeunes, mais pas trop, avec un certain bagage quand même, et des joueurs confirmés qui vont pouvoir apporter très vite, tout de suite, au très haut niveau. Ziyech, Werner, donc voilà, c'est des joueurs qui sont, je trouve, essentiels dans le projet de Chelsea. Et évidemment, après, ça n'enlève rien au talent de Abraham, par exemple. Tout dépendra aussi du système de jeu. Je peux très bien imaginer une attaque Werner-Abraham, par exemple, qui peut être aussi tout autant dévastatrice. Ils ont pas mal de compétitions à jouer. Ils sont en vue d'une prochaine compétition européenne aussi, avec beaucoup de matchs. Voilà, c'est des jeunes joueurs qui ont été projetés assez vite, mais il ne faut pas brûler non plus les étapes. Ils ont quand même bien joué cette année. Donc, est-ce que s'il n'y avait pas eu cette interdiction de recrutement, ils auraient joué tout autant? Je ne pense pas. Mais maintenant, à ne pas brûler les étapes, moi, je pense que le coach Lampard est très bon dans son coaching, dans son management. Et puis, si maintenant, des jeunes joueurs, ils vont en discuter, peut-être des prêts, on ne sait pas. Donc, tout ça est quand même un mélange assez intéressant entre expérience, très jeunes joueurs avec un bon potentiel et joueurs confirmés. Donc, ça va être une très belle équipe de Chelsea. Je ne pense pas que ce soit un problème. Avant de continuer sur Chelsea, petite alerte de but. Bayer Leverkusen vient de marquer contre le Bayern Munich. Voilà, une petite surprise. Vous pouvez bien évidemment voir le prono qu'on a fait sur ce match, même si c'est un petit peu en retard. Mais vous pouvez continuer à voir cette vidéo. Brieux, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu du développement des jeunes joueurs du côté de Chelsea? Une bonne idée de les laisser sur le banc? Si, par exemple, tu as, on va dire, d'un Tammy Abraham, est-ce que tu ne te sens pas un petit peu délaissé? Tu es le grand buteur, on va dire, de Chelsea cette saison. Tu as mis sur le banc Olivier Giroud. Michy Batshuayi, qui sont quand même des joueurs qui ont de l'expérience, eux. Est-ce que tu n'es pas un petit peu frustré de voir un joueur comme Timo Werner arriver et te dire j'aurais pu être le grand buteur que Chelsea attendait un peu à la Didier Drogba des grandes années, même s'il lui reste encore du temps devant lui, bien évidemment. Est-ce que tu n'es pas un peu frustré quand tu es ce type de joueur de te retrouver sur le banc après une saison comme celle-ci? Non, moi à sa place, je ne serais pas frustré, je serais même peut-être flatté parce que je pense que c'est plutôt des joueurs qui peuvent s'entendre très bien sur le terrain. On a un joueur qui est plutôt de pivot, j'ai envie de dire, avec Tammy Abraham et son 1m96, je crois, qui est un attaquant très grand, très longiligne. Et à côté de ça, on a une petite fusée, Timo Werner, qui fait 1m80, qui est plutôt sec, on va dire, mais vraiment
Moi, je pense que ça peut être une très très belle association entre les deux joueurs et on peut le voir aussi avec Leipzig, avec Youssouf Poulsen et Timo Werner qui marche très très bien, qui est une paire qui marche vraiment très très bien depuis plusieurs années. Ces deux attaquants qui ont de l'avenir devant eux, Tammy Abraham, il a 22 ans, Timo Werner a 24 ans, donc c'est vraiment une paire pour le futur et je pense que Frank Lampard, après on attend bien sûr l'officialisation bien sûr, mais il voit plutôt une paire d'attaquants qui va faire très très mal aux défenses adverses, plutôt que de se dire je mets Timo Werner en 1 et j'ai Tammy Abraham en backup quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'est ce qui va se passer et j'espère. Par contre, j'aimerais pas être une défense anglaise l'année prochaine si je vois cette paire-là arriver. Toi, un petit mot dessus? Je pense que quand tu as autant d'attaquants dans ton effectif, Giroud, Michy et les deux joueurs qu'on vient de citer là, ça laisse apercevoir l'envie de jouer avec deux attaquants, enfin tout simplement. Je pense que autant surtout qu'ils viennent de prolonger Giroud, donc au final c'est pas anodin. Donc je pense vraiment que Brieux a raison, qu'on se dirige vraiment vers une attaque à deux l'année prochaine à Chelsea. Moi, je verrais bien justement un 4-4-2 avec Abraham, Timo Werner et sur les côtés Pulisic, Ziyech, et je pense que ça peut faire un véritable carnage en Première Ligue. Après, il faudra voir ce qu'il fait bien sûr avec Mason Mount, parce que je pense qu'une paire Kanté, Jorginho au milieu, ce serait très efficace et ça va bien travailler. Mais il faudra voir, mais ça donne très très envie en tout cas, très très envie. Moi, on va dire le joueur que moi j'apprécie énormément de côté de Chelsea, c'est Mason Mount. Je vous avoue que son évolution à Chelsea, je la trouve absolument incroyable. J'adore ce joueur dans son style de jeu, dans sa manière de jeu. J'ai un peu, on va dire, ce pincement au cœur de me dire, je vais pas avoir l'occasion de le voir très souvent au vu de ce nombre de joueurs offensifs qu'il y a devant. En tant que remplaçant, il sera là, il jouera des bouts de match. C'est un peu dommage, mais bon. Ça, il a joué tous les matchs de Première Ligue cette saison, hein, Mason Mount. C'est vraiment un joueur de base de Frank Lampard. Donc moi, je pense que Lampard arrivera à lui trouver sa place. Et je pense plutôt même d'ailleurs qu'il sera à gauche à la place de Pulisic, qui n'a pas trop fait son trou, selon moi, bien sûr, cette année du côté de Chelsea. Il a moins montré que ce qu'il avait fait à Dortmund, par exemple. C'est pas fixé après, hein. Ça peut jouer sur l'entraînement, sur la reprise, sur les matchs de préparation. Enfin, le football, ça va vite, vous le savez. Et puis voilà, un peu de concurrence, ça fait du bien aussi pour progresser. On ne peut pas toujours être à l'aise dans une équipe. Il faut aussi se pousser. Et donc voilà, non, mais ça peut être intéressant. Tout à fait. Et le fait aussi que Mason Mount, ça fait 2 saisons qu'il soit contre Lampard, même en deuxième division, il a cette confiance de Lampard. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'il ait cette place de titulaire. Comme je l'ai dit, à la place de Pulisic, peut-être côté gauche, même si en 10, il est dévastateur. Mais à suivre, en tout cas, toute cette évolution des jeunes, parce qu'il va y avoir encore, ça se trouve, on va encore avoir beaucoup de changements du côté de Chelsea. Comme tu l'as dit, il y a encore des sous, à mon avis, dans les caisses du côté de Chelsea. Un an sans dépenser au niveau des transferts. Ça devrait aller pour Abramovich, qui devrait normalement pouvoir sortir encore 2 ou 3 chéquiers, peut-être, on ne sait pas. Essayer d'aller choper d'autres joueurs à moindre coût. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais 60 millions pour Timo Werner, c'est quand même un très beau prix. Moi, j'avais une petite dernière question aussi à vous poser, notamment sur Olivier Giroud. Ça sent quand même, on va dire, comme vous l'avez dit, on va dire c'est le deuxième, enfin c'est le 3e attaquant dans la hiérarchie des attaquants pour Frank Lampard. Si Werner arrive, bien évidemment, derrière Tammy Abraham, à peu près au même niveau que Michy Batshuayi. Le mieux qui pourrait lui arriver, c'est une attaque à 2, du coup, pour avoir, on va dire, un peu plus de temps de jeu. C'est quoi la suite de la carrière d'Olivier Giroud à Chelsea, Brieux? Moi, je pense que le mieux qui peut lui arriver, c'est une blessure de Tammy Abraham à très long terme. C'est méchant de dire ça, mais je pense que ce serait la meilleure option possible pour Olivier Giroud. Donc ça annonce finalement très très compliqué encore pour Olivier Giroud. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout compris sa prolongation. Je l'aurais bien vu partir et il y a beaucoup de clubs qui auraient besoin d'Olivier Giroud, que ce soit en Italie ou même en France d'ailleurs. Donc voilà, moi, la suite de la carrière d'Olivier Giroud, je ne sais pas où je la vois. J'espère que je ne la verrai pas trop en équipe de France, malheureusement, entre guillemets, parce que c'était un joueur qui a marqué dans cette histoire de l'équipe de France. Mais voilà, je ne sais pas, j'ai peur. J'ai très peur. Disons qu'il va battre le record de Michel Platini et puis après, on ne le reverra plus, hein, on espère. Hein. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de Olivier Giroud? C'est la fin, c'est une fin de carrière qui est un peu bizarre quand même pour Olivier Giroud, une sorte de super sub, mais qui n'est pas tellement utilisé à Chelsea. Chelsea qui va absolument le conserver sans le faire jouer. C'est très bizarre quand même comme situation. C'est dommage pour lui parce qu'on sait pertinemment qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Mais d'un côté, pour Chelsea, ils sont cool. Ils sont cool parce que au final, Olivier Giroud, c'est un joueur un peu pivot, comme on l'a dit tout à l'heure avec Tammy Abraham, et une association avec Werner, si jamais Tammy Abraham se blesse, ça peut être tout autant, enfin pas tout autant performant, mais ça peut être
bien performant également, comme un peu à l'image avec ce qu'il fait avec Griezmann en équipe de France. Donc eux, c'est tranquille, ils ont déjà un joueur qui est installé dans leur effectif. Ça va laisser du temps de jeu à Tammy Abraham derrière. Il n'est pas relou, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il ne fait pas la gueule, justement, il prolonge. Donc, c'est un peu le super sub, mais bon, il semble l'accepter. Donc, écoute, si c'est ça qui lui plaît, sur le banc. À voir, hein, on sait, et c'est pas fini, hein, la saison en Angleterre n'est pas finie. Ça se trouve, il va nous faire une fin de saison magnifique, hein, Olivier Giroud. On lui souhaite. Qui sait, ouais, on lui souhaite, ouais, bien sûr. Totalement possible, hein, de voir Olivier Giroud, on va dire, à un top niveau qui revient. Et puis, qui sait, peut-être que cet été, il partira, même s'il a prolongé. Pourquoi pas un départ cet été? Enfin, beaucoup de flou sur le Olivier Giroud. Est-ce que vous avez un dernier mot sur cette équipe de Chelsea, Brieux, un dernier avis? Tu les vois où? Moi, c'est une équipe qui m'a fait mal cette saison, en Ligue des Champions notamment. Non, mais c'est une équipe très belle à avoir joué, je trouve, qui joue bien au football, qui a des bons joueurs, mais qui est pas reposée sur une individualité comme ça a pu être le cas dans le passé avec Eden Hazard notamment. Et ça que je trouve qui est très bien avec cette équipe de Chelsea, c'est qu'il n'y a pas trop de dépendance. Il y a eu un peu avec Tammy Abraham cette saison, mais ils ont réussi à s'en sortir avec la blessure de Tammy Abraham et Olivier Giroud qui est sorti de sa cachette. Donc franchement, moi je trouve que c'est une belle équipe qui est très très bien coachée et je pense que Lampard va rester longtemps là-bas et je pense que ça va faire du bien à Chelsea d'avoir un coach comme Lampard qui a des nouvelles idées, des nouveaux joueurs. Très bien, rien à dire. Le projet Chelsea de reconstruction est lancé. Du coup, Matteo, une équipe taillée pour la Champions League, Chelsea? Une équipe taillée dans la Champions League, mais il faudra conserver un joueur qui est le poumon essentiel de leur équipe, qui est N'Golo Kanté, qui a des touches un petit peu à droite, à gauche. Je pense qu'il faut vraiment le conserver parce que c'est un joueur qui est très apprécié en Première Ligue. Et pour moi, c'est un petit peu ta colonne vertébrale de ton équipe, celui qui arrive à vraiment faire le lien entre l'ancien et le nouveau projet. Donc, c'est un beau projet qui se prépare, mais il faut quand même aussi garder certains cadres derrière et pas refaire un petit peu les erreurs qui ont été faites dans certaines équipes, de faire une sorte de loft, de faire partir tous les anciens joueurs, renouveler. Ça prend un petit peu de temps derrière. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un projet très très bien géré du côté de Chelsea. On a hâte de les retrouver en fin de saison pour cette magnifique bataille de Ligue des Champions qu'on va suivre. Merci beaucoup, messieurs, pour ce magnifique dossier qu'on a fait sur Chelsea, mais aussi sur toutes les émissions, sur les sujets précédents. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique vidéo encore une fois. Je vous invite bien évidemment à nous suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube, bien évidemment, pour continuer à suivre nos magnifiques débats, nos magnifiques actus. Beaucoup de choses qui arrivent en ce moment sur la chaîne YouTube, beaucoup de choses qui vont arriver cet été, notamment avec la reprise de beaucoup de championnats. On vous fera suivre tout ça, notamment sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et bien évidemment sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à aller voir Bayer Leverkusen, Bayern Munich, bien évidemment. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci encore, une très bonne journée de football. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!